Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau regain de violence le 7 août à Kinshasa en République démocratique du Congo. Une situation face à laquelle le rassemblement de l'opposition a appelé à 2 journées ville morte. Les détails dans cette édition. Les riverains de l'île égyptienne de Warak s'opposent au projet de destruction voulu par le gouvernement sur les rivages du Nil. Un projet qui devrait entraîner la délocalisation de milliers de propriétaires de terres vers la banlieue du Caire. Et le Cameroun est résolument prêt à relever le défi de la CAN 2019 de football à 24 équipes. L'État camerounais réitère son engagement d'organiser cette compétition continentale en temps et en heure, malgré les critiques de ses détracteurs. Mais tout d'abord, près de 20 millions d'électeurs kenyans sont appelés aux urnes ce mardi 8 août pour les élections locales, législatives et présidentielles. 2 blocs s'affrontent, celui du président sortant, Uhuru Kenyatta, et celui de l'opposant, Raila Odinga. Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans le pays pour assurer la bonne tenue de ces scrutins. Rappelons qu'en 2007, des violences post-électorales avaient éclaté, faisant plus de 1000 victimes et près de 600 000 déplacés. La capitale congolaise, Kinshasa, a été une nouvelle fois le théâtre de violences ce lundi 7 août. Ce nouvel assaut armé qui a fait 12 victimes est attribué aux sympathisants de la secte Bundu Dia Congo, selon les autorités. Face à cette situation, le rassemblement de l'opposition a appelé à 2 journées ville morte. Aminata Diak. La capitale congolaise, Kinshasa, a été la cible d'une attaque dans plusieurs endroits ce lundi 7 août, notamment aux alentours de la prison de Makala, dans la province du Congo central, à Matadi et Bouma. Des incidents du même genre ont été enregistrés. Selon la police nationale, les assaillants appartenant à la secte politico-religieuse de Bundu Diamaya se sont attaqués aux forces de l'ordre. Bilan de ces violences, 12 victimes au total. Nous avons aperçu dans certains endroits de la capitale, notamment à l'UPN, Selemba Unjili, au Moamba Matete, des hors-la-loi portant des bandeaux rouges autour de la tête ont surgi, récitant des prières et entonnant des slogans hostiles à l'encontre de l'institution légalement établie. Ces assaillants, Bundiamayala, armés de calibre 12 et armes blanches, se sont attaqués aux forces de l'ordre qui, professionnellement, ont réussi à rétablir l'ordre public en moins de 2 heures et en les dispersant à coups de gaz lacrymogène. Au titre des bilans provisoires, nous enregistrons malheureusement à ce stade quelques pertes en vie humaines. Au total, 12 du côté des assaillants qui ont été fauchés par balles perdues. De son côté, la société civile demande une enquête indépendante afin de déterminer l'identité réelle des assaillants. Elle dénonce également l'acharnement du gouvernement sur les partis de l'opposition, souvent tenus responsables des violents incidents dans la capitale. D'abord, même les assaillants ne sont pas définitivement identifiés. On ne sait pas à quel groupe ils appartiennent, quelles sont leurs revendications. Bref, tout cela mérite une enquête indépendante, crédible, qui doit regrouper une commission avec les représentants du gouvernement, de la société civile et de la MONUSCO, de manière à ce qu'on puisse comprendre finalement ce qui est derrière ces attaques répétées dans la ville de Kinshasa, dans plusieurs villes autres du pays. Voilà pourquoi nous fustigeons la politique inadaptée qui est utilisée actuellement par le gouvernement, de vouloir tout le temps faire préparer ou aligner des accusations contre seulement les leaders de l'opposition. La situation reste tendue à Kinshasa. L'activité tourne au ralenti dans la capitale. En cause, l'opposition a organisé 2 journées ville morte ces mardi 8 et mercredi 9 août. Pour leur part, les autorités ont pris des mesures préventives face à l'usage abusif des réseaux sociaux. Également dans l'actualité, le président sud-africain Jacob Zuma doit à nouveau faire face à une motion de défiance ce mardi 8 août. Il s'agit de la 4e, mais celle-ci est inédite puisque le vote se fera à bulletin secret comme le souhaitait l'opposition. Les leaders de l'opposition espèrent d'ailleurs profiter de la fracture ressentie depuis quelques mois au sein de l'ANC pour faire basculer le vote. Rappelons que l'ANC, le parti au pouvoir, possède 249 sièges sur les 400 que compte le Parlement sud-africain et qu'il faudrait qu'au moins 50 de ses députés votent en faveur de cette motion de défiance pour qu'elle soit acceptée.
En mai 2017, le gouvernement égyptien votait la délocalisation de milliers de propriétaires de terres vers la banlieue du Caire, ce qui a déclenché une vive contestation populaire des riverains de l'île de Ouarak, un soulèvement qui a déjà engendré une victime et des dizaines de blessés. Nato Poutouchachvili. Au Caire, les habitants du Nil rejettent des plans du gouvernement. La campagne gouvernementale prévoit la délocalisation de milliers de propriétaires vers la banlieue de la capitale égyptienne afin de supprimer les empiètements sur le terrain public. Les expulsions ont été votées suite à l'annonce du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi durant sa campagne en mai dernier. Il y a 4 mois, un projet de destruction dans un rayon de 30 mètres des rivages du Nil de toute construction a été ordonné sur l'île d'Al-Warak. Durant cette période, les policiers nous ont demandé de coopérer pour résoudre cette question paisiblement sans aucun conflit entre les résidents et la police. Nous sommes tous logés à la même enseigne et devons être solidaires. Nous les aiderons à achever la démolition sur une condition, une maison abritant une famille ou n'importe quel individu vivant et un délai jusqu'à ce que la famille dite trouve une alternative. En juillet 2017, les forces de l'ordre ont essayé de démolir un immeuble abritant des clandestins à Al-Warak, aboutissant aux heurts avec les résidents. Bilan, 37 policiers et 19 résidents blessés. Nous leur avons dit que nous habitons dans ces maisons et ces terres nous appartiennent. Si vous avez un projet lié au développement, venez et dites ce qu'il faut faire. Et on vous apportera notre aide. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être expulsés de nos maisons. S'il y a en effet des projets, nous n'avons aucune difficulté avec la planification du gouvernement pour des investissements, tant qu'ils ne nous nuisent pas. Cette île de 1300 mètres carrés, située légèrement au nord-ouest du Caire, abrite environ 90 000 résidents. Certains sont très hostiles envers la demande du gouvernement et ne comptent pas quitter les lieux d'aussitôt. Toujours en Égypte, les autorités ont annoncé vouloir augmenter la production de poissons à 2,2 millions de tonnes à l'horizon 2022. Actuellement, celle-ci se situe à 1,64 million de tonnes. Le ministère de l'Agriculture justifie cette augmentation par l'évolution de la demande intérieure liée à la croissance démographique et par l'attrait des consommateurs pour le poisson qui serait notamment dû à la hausse des prix de la viande. Notons que la consommation égyptienne de poissons serait évaluée à 1,94 million de tonnes par an. Les doutes du président de la Confédération africaine de football n'y feront rien. Le Cameroun veut maintenir son statut de pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2019 avec 24 équipes. Le Cameroun ne semble pas vouloir concéder l'organisation de cette compétition continentale au Maroc ou à l'Algérie. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Entend résolument abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football en juin 2019 et ce malgré les nouveaux changements qui ont été apportés au sein de la Confédération africaine de football. 24 équipes prendront désormais part à cette rencontre continentale contre 16 au départ. Pas de panique, les autorités locales entendent bien relever ce défi. Les plus hautes autorités de la République, à commencer par le président de la République lui-même, l'a dit, le Cameroun est prêt. Et ensuite, le ministre des Sports, n'est-ce pas, à travers son point de presse il y a quelques jours, avait dit que le Cameroun était prêt, que ce soit en janvier, que si on organisait la CAN en janvier, on était prêt, ou alors que ce soit... comme il y a eu des modifications, nous serons encore davantage, beaucoup plus prêts. En perspective à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun a engagé de nombreux chantiers infrastructurels. Sur les 32 stades et aires d'entraînement dont disposera le Cameroun pour cette compétition, 11 sont prêts et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter, soit 14 à réhabiliter et 7 stades à construire. Le tout n'est pas de tirer des projets sur les comètes. Il faut mettre en place cette politique-là, mettre en place des hommes qui vont réfléchir de sorte que
les délais soient vraiment respectés, les délais de mise en œuvre des stades, mais on se rend compte de ce côté-là que le passage à 24 a un peu remué le microcosme politique camerounais en matière de construction des stades, et peut-être que c'est ça qui nous donne l'assurance que nous avons aujourd'hui que nous pourrions organiser cette CAN. En septembre 2017, la toute première mission d'inspection mandatée par la Confédération africaine de football séjournera au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.